Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette conférence sur la prise de décision. Je me présente, je suis Marie-Catherine Côté, je suis conseillère d'orientation au Centre d'aide aux étudiants ici à l'Université Laval. Vous êtes probablement connectés aujourd'hui parce que vous posez des questions, vous avez une décision à prendre, par exemple, pour quel programme vous allez choisir. Alors, vous êtes au bon endroit. Pardon. On va essayer aujourd'hui donc de clarifier qu'est-ce que c'est qu'une décision, comment on fait, comment on peut s'aider aussi dans ça, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile. C'est quand même une bonne décision qu'on a à prendre en ce moment. Alors, pourquoi on voudrait s'outiller dans le fond là-dedans? Ben, c'est surtout que quand on a une décision importante à prendre comme ça, on veut que ce soit une décision qui nous ressemble, on veut faire des choix qui sont cohérents avec nous. Alors, c'est un peu l'objectif là, de s'attarder à ça, donc d'aller chercher de l'aide et des outils pour décider. Euh, Ce qu'on va faire donc dans cette présentation-là, pour peut-être les 20-25 prochaines minutes, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que prendre une décision, c'est quoi une décision. On va parler aussi de deux ingrédients qui sont importants dans la prise de décision, donc la connaissance de soi, donc savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que c'est nos caractéristiques, et bien sûr connaître aussi les options qu'on a devant nous pour pouvoir faire une bonne correspondance entre nous et les options qu'on va choisir. Et je vais vous proposer aussi une démarche de prise de décision. Donc, c'est quoi un petit peu les étapes d'une prise de décision? Et finalement, je vais vous proposer des attitudes qu'on peut adopter et qui peuvent nous aider là-dedans dans cette démarche de réflexion-là. Donc, une décision, c'est quoi? En passant, sans qu'on s'en rende compte, on en prend vraiment beaucoup des décisions dans la vie à tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, vous avez décidé de vous inscrire aux portes ouvertes, de venir visiter des kiosques, d'assister à cette conférence aussi. Donc, habituellement, prendre une décision, c'est faire un choix entre différentes possibilités. Par exemple, peut-être que vous hésitez entre 2 ou 3 programmes, mais vous devez en sélectionner qu'un seul. D'ailleurs, le mot décision, c'est un mot qui vient du mot latin decidere, je crois. Et ça veut dire trancher, donc couper. Alors, donc voilà, pour la prise de décision, on doit choisir une option parmi plusieurs. Pour ce qui est de la décision vocationnelle, donc une décision qui est liée à notre carrière future, à notre choix de programme, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est qu'il y a trois éléments finalement qui sont importants, c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui est active, donc ça implique une action de notre part, on va aller chercher de l'information, on va discuter avec des gens, donc c'est vraiment pas quelque chose qui se fait tout seul, qui est passif. Il y a une dimension aussi qui fait appel à notre réflexion, c'est-à-dire que les éléments qu'on sera allé chercher, les informations, on va les réfléchir, on va les examiner, on va aller un petit peu plus loin par rapport à comment on les voit, ces options-là. Par exemple, on a une idée d'un métier, alors on se demande est-ce que je me vois là-dedans, est-ce que ça me correspond? Donc, il y a un élément de réflexion. Et finalement, il y a une action. Et ça, c'est-à-dire qu'on va mettre en application finalement la décision qu'on va avoir prise. Et c'est l'élément, ça, qui demande le plus de courage. Parce que quand on prend une décision, quand on met en action une décision, il y a toujours une petite partie d'incertitude là-dedans. On ne sait jamais, par exemple, comment on va se sentir, comment ça va se passer réellement. Alors, c'est pour ça que ça demande beaucoup de courage. Donc, une des premières choses qu'on va vouloir développer donc, dans notre processus de prise de décision, c'est la connaissance de soi. Alors, qui suis-je? Alors, on va se demander ici qui on est, qu'est-ce que c'est nos caractéristiques, c'est quoi nos qualités, comment on se distingue des autres. Par exemple, est-ce qu'on se voit comme une personne qui est très créative, qui a toujours des nouvelles idées? Est-ce qu'on se voit comme quelqu'un qui a besoin beaucoup d'interaction avec les autres, qui aime ça être avec des gens, se rassembler, discuter? Est-ce qu'on est une personne
calme en général ou encore est-ce qu'on est quelqu'un qui est très enjoué, qui aime jouer, qui a besoin d'action? C'est important de se questionner sur ces éléments-là parce qu'évidemment, on veut que ce qu'on choisit dans notre vie comme profession, on sait que la carrière occupe une place importante quand même dans notre vie. On veut que ça nous corresponde. Je peux peut-être vous donner un petit exemple pour illustrer ça. Par exemple, si on a un intérêt pour les langues, la traduction, puis qu'on pense à une profession comme ça, ben, on faut se questionner par rapport à notre identité aussi. Si on est justement une personne là, qui a besoin de bouger beaucoup, qui a besoin d'interaction, alors il faut se demander, est-ce que mon intérêt pour la traduction, comment ça va se traduire dans mon métier, c'est-à-dire peut-être un petit peu plus seul avec les recherches, l'ordinateur et tout ça. Donc, est-ce que ça me correspond vraiment? Alors, de là l'importance donc de se questionner sur qui on est. Donc, pour nous aider, il y a 4 aspects qu'on peut interroger donc pour développer notre connaissance de soi. Alors, qu'est-ce qu'on aime? C'est quoi nos intérêts? C'est quoi nos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie? C'est quoi nos forces aussi, dans quoi on est bon? Et quels sont nos besoins? Pour ce qui est de nos intérêts, alors on va se demander, on se questionne sur qu'est-ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, dans nos temps libres? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait souvent puis qu'on se tanne pas? Par exemple, si dans vos travaux scolaires, vous passez beaucoup de temps à la mise en page, pardon, à placer les éléments, donc, peut-être que ça parle d'un intérêt pour le graphisme, la bureautique, par exemple. Alors, voilà, on se questionne sur qu'est-ce qu'on s'observe un petit peu. Il y a une attitude d'observateur qu'on peut avoir par rapport à nous. Donc, pour voir c'est quoi nos intérêts, on s'observe dans notre quotidien. Donc, en général, quand on va faire les choses dans lesquelles on a de la satisfaction, on se sent bien, ça va nous donner de l'énergie aussi. Et ça peut nous donner des indices sur ce dans quoi on pourra rester motivé à long terme. Maintenant, les valeurs. Ça, c'est vraiment un aspect qu'on peut questionner qui est vraiment important dans notre démarche de réflexion par rapport à soi pour mieux se connaître parce que les valeurs, en fait, on a besoin d'être en cohérence avec ce qui est important pour nous dans ce qu'on fait dans notre vie et notamment dans notre vie professionnelle. On veut que ça marche ensemble, finalement, les valeurs d'une profession et nos valeurs personnelles. Si on sent une contradiction entre ce qui est important pour nous et ce qu'on fait, ben, il y a fort à parier qu'on va vouloir sortir de là. Il y aura un malaise. Donc, souvent, c'est ça qui va faire en sorte que on va vouloir changer d'emploi ou changer de programme d'études, par exemple. Je peux vous donner un exemple d'une personne avec qui j'avais travaillé dans une démarche de réflexion comme ça. Et puis, cette personne-là avait choisi l'enseignement parce qu'elle aimait beaucoup les enfants. Elle avait travaillé là, dans des camps de jour et tout ça. Puis, c'était stimulant pour elle de se retrouver avec ces gens-là, avec les enfants. Alors, mais elle était venue me consulter parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui manquait, quelque chose qui ne fonctionnait pas finalement quand elle était dans son programme d'études. Et finalement, on a travaillé un peu ensemble, on a parlé justement des valeurs. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était très important pour elle et très élevé, très prioritaire dans son échelle de valeurs, se dépasser, la compétition. Et ça, c'était peu présent finalement dans la profession d'enseignante. Donc, même si c'était quand même intéressant pour elle, elle aimait être en présence des enfants, enseigner, tout ça, mais il manquait quelque chose. Et c'est parce que cette valeur-là était tellement importante que ben là, ça fonctionnait pas. Ils ne pouvaient pas en prendre soin dans ce choix-là. Alors finalement, il y a une décision qui s'est prise d'aller vers un autre domaine qui était plus compétitif parce que justement, ça lui permettait d'être mieux, de se développer davantage en étant en cohérence avec cette importance de cette valeur-là dans sa vie. Donc, une valeur, c'est quoi? Vous l'aurez compris, c'est ce à quoi on accorde de l'importance. Si on se demandait aussi, je vous demandais aujourd'hui quelles sont les valeurs qui sont importantes dans votre vie, peut-être que ça ne viendrait pas tout de suite, puis c'est normal. Les valeurs sont souvent implicites, sous-jacentes, si on veut, à nos comportements, mais elles nous guident beaucoup dans nos comportements, justement. Par exemple, si on est quelqu'un qui
valorise, par exemple, le compostage, le recyclage, qu'on en parle beaucoup autour de nous, qu'on incite les gens à le faire, ben ça parle probablement, ce comportement-là, d'une valeur qui est peut-être la protection de l'environnement. Donc, vous voyez, les valeurs sont très présentes dans notre vie et quand on observe un peu nos comportements comme ça, on peut les identifier. Pour ce qui est des aptitudes, donc ça, c'est un autre élément qu'on peut questionner pour augmenter notre connaissance de soi. Alors, là, on va regarder ce dans quoi on va obtenir le plus de résultats avec pas beaucoup d'énergie. Donc, dans quoi on se sent dans notre élément. Donc, ça peut être dans une discipline scolaire comme la philosophie, le français, les mathématiques, l'éducation physique, mais c'est pas juste ça. On peut s'observer aussi, par exemple, dans notre quotidien, dans nos relations. Est-ce qu'on aime parler avec nos amis, les écouter, les guider? Est-ce que dans le sport, par exemple, on est un bon leader dans une équipe? Alors, c'est tout ça qu'on peut questionner justement pour observer nos forces. Dans un choix de carrière, en général, quand on s'appuie sur nos forces, on va mieux réussir. La motivation aussi sera plus facile à garder. Et puis, on pourra faire face peut-être plus facilement aux petites difficultés qu'on pourrait rencontrer en cours de route. C'est sûr qu'il ne faut pas se demander avant d'entrer dans un programme d'études d'avoir toutes les aptitudes puis les forces pour le domaine qu'on choisit parce que, évidemment, dans notre baccalauréat ou dans nos études, on va développer aussi nos habiletés. Là. On est là pour apprendre. Finalement, un autre élément qu'on peut questionner, c'est nos besoins. Donc, on se demande ici à quoi on aspire dans la vie. On peut penser aussi quels besoins j'ai au niveau des environnements dans lesquels j'aimerais me retrouver, avec quel genre de personnes j'aimerais me retrouver aussi dans ma vie professionnelle. Est-ce que je vais être avec des personnes créatives, des personnes qui sont axées un petit peu plus sur la tâche, pardon, des gens compétitifs. Alors, on peut se poser ce genre de questions-là pour aller chercher justement nos besoins et on peut se questionner aussi sur nos rêves, nos aspirations. Par exemple, est-ce que je rêve d'une belle grande maison? Alors, ce rêve-là peut parler peut-être d'un besoin de stabilité, de sécurité. Est-ce que je rêve d'avoir une belle grosse voiture? Peut-être que ça parle d'un besoin de prestige. Est-ce que je rêve, un autre exemple, de voyager beaucoup, moi, dans ma vie? Alors, ça parle peut-être d'un besoin de relationnel, encore une ouverture sur le monde, un besoin de contact. Donc, vous voyez, c'est intéressant de se questionner sur les choses auxquelles on aspire dans notre vie comme ça. Et on peut penser aussi aux gens qu'on admire. Par exemple, ici, on a Terry Fox, vous savez, qui a fait le tour du Canada, je crois, à la course là, pour une cause qui, lui tenait à cœur. Donc, ça peut parler aussi. Peut-être que pour nous aussi, c'est important là, de relever des défis comme ça, de se dépasser ou encore de travailler pour quelque chose, pour une cause qui nous tient à cœur. Ce qui est important, donc, à travers tout ce qu'on vient de voir là, donc, questionner nos intérêts, nos forces, nos besoins et nos valeurs, c'est qu'on veut regarder cet ensemble de choses-là. Autrement dit, on ne veut pas uniquement, dans un choix, regarder qu'un seul aspect. Par exemple, si on se basait uniquement sur une force, donc on se dit, OK, moi je suis bon en sciences, par exemple, donc je vais m'en aller en sciences pures au cégep, puis après j'irai vers un programme de la santé, par exemple, parce que je suis capable de réussir. Je vais aller vers la médecine. Alors, ben, ça se peut qu'on ait un intérêt pour devenir médecin, mais peut-être pas aussi. Donc, c'est peut-être pas le milieu hospitalier, celui qui nous intéresse. Peut-être qu'il y a d'autres choses, d'autres domaines dans lesquels on se sent un petit peu mieux, qui sont plus proches, encore une fois, de nos intérêts. Donc, il faut aller voir aussi ces choses-là. Donc, pas uniquement regarder qu'un seul aspect, évidemment, dans nos choix. Il faut avoir une vue d'ensemble. Je vous montre ça ici, c'est la fenêtre de Johari qu'on appelle, c'est les deux auteurs, deux psychologues qui ont développé ça, Joseph et Harrington. Donc, c'est en fait, on peut regarder un peu ces éléments-là pour élargir notre connaissance de soi. Vous voyez, il y a 4 dimensions. Donc, un domaine ici, vous voyez, qui est connu de soi et inconnu des autres.
Et ça donne lieu finalement à quatre, comme je vous disais, domaines. Donc, le domaine public qui est connu de soi et des autres. Donc, nous, on sait qu'on a une caractéristique X, par exemple, et les autres aussi le voient. On a aussi une zone aveugle qu'on appelle. Ça, c'est la petite partie que les autres voient de nous, mais que nous, on ne s'en rend pas compte nécessairement. Le domaine privé, c'est un peu notre petit jardin secret. Donc, les autres ne le savent pas, mais nous, c'est quelque chose qu'on porte en nous quand même. Et le domaine inconnu, qui est comme le domaine de potentialité. Donc, nous, on ne sait pas encore et les autres non plus. Donc, c'est un domaine de développement de potentialité, encore une fois. Donc, pour développer notre connaissance de soi, on peut travailler un peu ces 4 dimensions-là. Par exemple, la zone aveugle, donc ça, c'est la zone que nous, on ne voit pas, mais que les autres, peut-être, eux, se rendent compte. Alors, pourquoi pas questionner son entourage, comment eux nous perçoivent, demander à nos amis, nos professeurs. Donc ça peut nous aider dans notre connaissance de soi. Et le domaine inconnu, donc celui du développement du potentiel, comme je vous disais tantôt. Donc, pour le développer, c'est vraiment de se donner l'occasion de vivre des nouvelles choses, des nouvelles expériences, essayer du bénévolat, faire un voyage, essayer un nouveau loisir, par exemple, un nouveau sport. Donc, c'est comme ça qu'on peut se développer beaucoup. Et c'est vraiment une des meilleures façons, encore une fois, de se connaître, d'aller dans l'action comme ça et vers de nouvelles expériences. Donc, on vient parler de la connaissance de soi qui est évidemment un élément important à développer dans une prise de décision et ces 4 éléments, les valeurs, les forces, les intérêts, les besoins. Et bien sûr, on veut connaître aussi les options qu'on a devant nous. Alors pour ça, il y a beaucoup de choses qui existent sur le web, entre autres, pour aller chercher de l'information. Donc, vous connaissez peut-être Repère, donc, qui est une banque d'informations scolaires et professionnelles. On peut faire une recherche par mots-clés là-dedans de métiers, de professions. Il y a des outils de recherche au niveau des formations partout au Québec. Donc, c'est quand même une bonne banque d'informations qui est intéressante à avoir dans sa boîte à outils. Vous avez peut-être un accès à Repère là, avec Omnivox, par exemple. Ça prend un accès là, pour pouvoir l'utiliser. Donc, allez voir ça. Là, ça peut être intéressant de s'amuser et de fouiller un petit peu là-dedans. Il y a des centres d'information scolaire aussi qui sont développés beaucoup là, sur les sites web des établissements de votre cégep. Il y en a probablement un aussi. Il y a IMT d'Emploi Québec, qui est un petit peu une alternative à Repère, là, mais qui est ouverte à tous aussi. On retrouve beaucoup d'informations sur les métiers, les perspectives d'emploi. Il y a des sites web aussi qui sont spécialisés par rapport à différents domaines, différentes professions, par exemple Avenir en santé, où on va retrouver de l'information sur les professions de la santé spécifiquement, ma carrière techno par rapport aux technologies de l'information et de la communication. Encore, ça vaut la peine de fouiller là-dedans. Il y a plein de choses intéressantes, des vidéos, entre autres. Le site web des ordres professionnels, si on vise un métier en particulier qui est lié à un ordre, souvent, eux aussi vont avoir de l'information sur les professions. Il y a plein de choses, là, je ne vais pas tout vous mentionner ce qui existe. Là. Si on utilise Google déjà avec un mot-clé comme emploi, information sur les métiers, vous allez tomber sur plein de choses intéressantes, notamment monemploi.com, Jobboom par exemple. Jobboom aussi qui font des guides imprimés sur différents secteurs. Alors, dans ces livres-là là, que vous avez ici en illustration, donc vous voyez, on en a un sur l'environnement. Donc, on trouve des témoignages là-dedans. Donc, c'est intéressant. C'est une autre façon d'aller chercher de l'information à travers les yeux de quelqu'un qui fait le métier. Donc, tous ces guides-là, ce sont des recueils, si on veut, de témoignages de gens qui pratiquent dans ces domaines-là. Il y a Academos qui est vraiment intéressant. C'est un outil, en fait, qu'on peut utiliser pour aller faire du cyber-mentorat avec des gens, donc de toutes sortes de domaines, toutes sortes de secteurs. Donc là-dedans, c'est le fun. On s'inscrit. C'est gratuit. Et puis, il y a un outil de recherche par mots-clés là-dedans. Donc, il y a un exemple ici. Avec politique, par exemple, on a un intérêt pour la politique. On veut voir un petit peu qu'est-ce que les gens font autour de ça. Alors, par rapport à notre mot-clé, donc on va avoir des exemples de personnes peut-être qui travaillent dans ces domaines-là, qui font différentes choses. Donc, c'est très concret. On voit où est-ce qu'ils travaillent, quels sont leurs parcours. On peut voir si nous, on se reconnaît ou pas là-dedans. Alors, évidemment, on peut
cyber-mentorer avec eux, communiquer pour poser des questions puis aller un petit peu plus loin. Sur le site de l'Université Laval aussi, il y a beaucoup de choses. Évidemment, le répertoire des programmes, on va aller voir c'est quoi la liste des cours, c'est quoi les conditions d'admission. Donc, on trouve ça sur le site de l'université. Vous avez le site du Centre d'aide aux étudiants aussi, où il y a une section sur les métiers, les professions. Donc, ça peut être intéressant d'aller fouiller là-dedans. Et le kiosque aussi, c'est kiosqueulaval.ca. Donc, là-dedans, on retrouve, en fait, c'est une bibliothèque virtuelle. Il y a plein de documents intéressants, notamment sur les programmes contingentés. On a un document aussi sur les carrières de la gestion, si vous avez un intérêt pour l'administration. Donc, d'aller fouiller là-dedans aussi, ça peut être bien intéressant. Le service de placement, splaulaval.ca, aussi a une section sur les analyses de marché. Donc, on va voir par rapport à différents programmes où est-ce que les gens se retrouvent, quel métier on peut pratiquer. Donc, ça aussi, ça peut être bien comme source d'information. Et n'hésitez pas aussi à aller fouiller sur le site des écoles, des facultés, des départements. On retrouve beaucoup d'informations aussi là-dedans sur les métiers qu'on peut faire en lien avec notre programme d'études. Parfois, il y a des vidéos, des témoignages, encore une fois. Donc, n'hésitez pas à aller là-dessus aussi, ça peut être intéressant. Ce qui est important à travers tout ça, c'est de se renseigner à la source, d'aller chercher des informations les plus concrètes possibles, comme je vous parlais d'Academos tantôt, qui permet de se coller sur la réalité de quelqu'un qui est dans le domaine. Donc, c'est intéressant. Aller faire des visites, par exemple, des stages d'observation, les portes ouvertes, là aussi, qui sont une occasion de parler à des gens, qui permettent d'aller chercher de l'information concrète. Vos professeurs aussi, c'est des sources d'informations intéressantes si vous vous intéressez à ce domaine en particulier dans lequel vous enseignez. Donc, il a une connaissance plus concrète, plus large de ça. Alors, ça peut être des sources d'informations intéressantes. Si vous avez des oncles, des tantes qui pratiquent des métiers qui vous intéressent, alors il faut utiliser son réseau. C'est une source précieuse, encore une fois, d'informations. Je vous donnerai une petite mise en garde à travers tout ça parce que parfois on a des intérêts pour des disciplines pour lesquelles c'est moins clair ce vers quoi ça nous mène sur le marché du travail. Par exemple, on peut penser à la philosophie, à l'histoire, la politique même, des fois la sociologie, la littérature. C'est moins évident. C'est pas comme étudier en ingénierie, en génie mécanique, par exemple. On sait qu'on devient ingénieur, gestionnaire de projet un peu par la suite, donc c'est plus clair. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre nécessairement ces options-là de côté. C'est juste qu'il faut creuser peut-être un petit peu plus parce que dans ces disciplines-là, par exemple, je vous donne l'exemple de philosophie, on développe une capacité d'analyse, de réflexion qui est très, très, très intéressante pour le marché du travail, pour les employeurs aussi. Donc, autrement dit, prendre le temps de regarder comme il faut, de creuser un peu plus et ne pas les mettre de côté d'emblée nécessairement si on a de l'intérêt pour ce genre de discipline. Brièvement, donc, je vais vous présenter des éléments importants dans une démarche de prise de décision, les étapes. Donc, on a parlé déjà d'une chose très importante qui est la connaissance de soi et la connaissance de nos options aussi. Donc, dans la prise de décision, évidemment, il y a toute la partie de recueillir des informations dont on vient de parler. Il y a aussi identifier les options possibles. Donc, à partir des informations qu'on a, donc là, on va arriver à quelques options, peut-être un plan A, un plan B. Donc, on met sur la table, pardon, nos cartes. On y va large quand même au début, on fera un tri par la suite. Donc, puis on documente ces options-là, comme on disait tout à l'heure. On va chercher de l'information concrète, on parle à des gens. Et ensuite, on fait le tri, comme je vous disais. Donc, on va essayer d'évaluer comment on se sent dans ces options-là. On va essayer de se projeter. Est-ce que ça rejoint qui on est, nos besoins? Donc, comme on disait tout à l'heure, est-ce que, par exemple, il y a des préalables dans ces options-là? Est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on serait prêt à les faire? Bref, on va voir un petit peu tous ces éléments-là. Dans la démarche, je vous dirais peut-être que
une chose importante, ben en fait, deux choses importantes. Premièrement, c'est pas un processus linéaire des étapes, puis après, c'est terminé. Non, on peut revenir à des étapes précédentes. On va chercher de l'info, on va confirmer des choses, on analyse ça, on va préciser. Bref, c'est un processus qui est continu et circulaire. Et c'est important aussi donc c'est l'autre élément important que je voulais souligner, d'aller écouter aussi notre petite voix intérieure. Donc, pas juste y aller avec, OK, logiquement, c'est comme ça, puis je devrais aller vers ça peut-être, mais aussi aller dans notre ressenti. C'est important dans la prise de décision d'écouter ça. Donc, évidemment, dans l'analyse de nos options pour faire le tri, on peut y aller avec le classique. Donc, évaluer les avantages, les inconvénients pour chacune de nos options qu'on a sur la table, évaluer les gains et les pertes. Je vous dirais, à ce stade-ci, c'est intéressant d'écrire, donc soit à l'ordinateur ou prendre une feuille de papier, parce que ça permet de ressortir les choses, de prendre du recul par rapport à ce qu'on a dans notre tête puis qui tourbillonne. Là. Donc, ça fait du bien d'écrire déjà et aussi, ça permet de prendre le recul, de voir l'ensemble des éléments à considérer. On peut utiliser aussi des outils comme ça. Ça, c'est une matrice de prise de décision qu'on appelle, donc c'est une grille. Donc, vous voyez ici, dans ces cases-là, si on a une ou deux options, par exemple, on peut les inscrire ici. Par exemple, là, je pense peut-être devenir professeur de mathématiques, mais j'hésite aussi avec la comptabilité. Donc, supposons que c'est ça mes deux options. Alors là, on va les mettre en parallèle ici avec nos valeurs, nos critères, nos besoins, nos forces. Par exemple, j'ai besoin de contacts sociaux. Et là, on évalue jusqu'à quel point chacune des options répond à ce critère-là, à cette valeur-là. Donc, on se dit, bon, OK, contacts sociaux, c'est important pour moi. Professeur, oui, ça répond. Comptabilité, je pense que oui, peut-être un petit peu moins. Et là, on peut procéder de la même façon pour chacun de nos critères. Donc, on peut mettre des plus, des notes, des petits bonhommes qui rient. Bref, on y va avec notre inspiration, ce qui est significatif pour nous. À la fin, ça peut nous donner un score. Fait que des fois, ça aide à trancher. Parfois, non. Des fois, on arrive, c'est peut-être égal un petit peu. Donc, ce qui peut aider, finalement, c'est d'y aller avec nos priorités. Donc, quand on arrive, par exemple, OK, les deux, ça répond plus ou moins à tous mes critères ou bref, on y va avec un tri. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui est prioritaire? De quoi je pourrais ne pas me passer? Parce qu'évidemment, une profession ne va pas répondre parfaitement à tout. Donc, d'y aller comme ça par priorité des fois, mais c'est ça qui va aider là, à faire pencher la balance vers une option plutôt qu'une autre. Pour terminer, je vous parle des attitudes qu'on peut adopter dans cette démarche de réflexion-là et qui peuvent aider aussi. Donc, je dirais qu'une chose vraiment très importante, c'est de s'accorder du temps. C'est un très grand allié, le temps, dans la prise de décision. On a tendance des fois à procrastiner la prise de décision, autrement dit attendre à la veille de la date limite là, pour passer à l'action. C'est normal, je vous dirais, parce qu'il y a souvent de l'anxiété par rapport à ça, puis on ne sait pas, puis on n'est pas sûr. Mais bref, c'est pas la meilleure chose à faire, évidemment, parce que on a besoin de temps pour aller chercher de l'info, décanter l'information, analyser tout ça. Donc, comme je vous dis, c'est un grand allié, le temps. Donc, essayez là, de s'y prendre un petit peu plus à l'avance, au moins, pour regarder tranquillement nos options. Faire preuve d'honnêteté aussi dans l'analyse de la situation. Ce qu'on entend par là, c'est qu'on voudrait vraiment que notre choix soit parfait et réponde parfaitement à tous nos critères. Mais c'est pas possible, il faut faire des compromis. Mais par contre, c'est bien de les connaître, ces éléments-là, peut-être de nos options qui répondent moins ou qui sont peut-être des inconvénients du métier qu'on choisit, il y en aura toujours. Donc, de les anticiper à l'avance, on les regarde. Bien, on sait que c'est là, mais on sait quand même que ça correspond assez à qui on est pour aller vers ça. Donc, on n'a pas de surprise, autrement dit. Là, on ne se met pas la tête dans le sable. Donc, on est préparé. On peut s'y préparer un petit peu plus en les regardant. Être proactif, c'est important. On a parlé d'action tantôt, donc vous êtes déjà proactif en regardant cette conférence-là, en vous inscrivant aux portes ouvertes. S'entourer de personnes aussi, parce qu'on l'a dit au début là, de la présentation, c'est
c'est pas facile nécessairement prendre des décisions, surtout une décision de cette nature-là là, que vous êtes en train de prendre, de réfléchir. Donc, ça fait du bien de parler à des gens, de sentir qu'il y a des gens autour de nous aussi. Ça aide aussi à faire évoluer nos idées, le fait d'en parler. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à ce niveau-là. Bien sûr, être à l'écoute de soi, comme je disais tout à l'heure, de notre petite voix intérieure aussi, comment on se sent dans notre choix, comment on se sent aussi dans la mise en application de notre choix quand on est rendu dedans. On reste à l'écoute. Dédramatiser aussi. Donc, des fois, on a ce réflexe-là de penser que quand on fait un choix, c'est définitif, ça ne bougera pas. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Ça se peut que, rendu dans un programme, par exemple, dans un métier, c'est pas ce qu'on s'attendait. Même si on avait fait une bonne réflexion, là, ça se peut qu'on ait des surprises, des choses qu'on n'a pas anticipées ou, bref, qu'on n'a pas anticipé comment on allait se sentir vraiment. Donc, c'est OK, ça se peut qu'on réajuste même quand on est à l'université. Donc, c'est juste d'accueillir ça et de juste refaire le point, peut-être même aller chercher de l'aide, parler avec des gens, aller voir un conseiller d'orientation. Donc, c'est ce qu'on entend un petit peu par dédramatiser. Bien sûr, se donner le droit de ne pas faire le choix parfait, comme on disait tantôt, et rester en ouverture. Donc, toujours rester attentif à comment on se sent et réajuster encore une fois aux besoins. Donc, ça fait le tour, en fait, de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous propose ici quelques références si vous avez envie d'aller plus loin. Et bien sûr, là, il y a des gens là, présentement aux portes ouvertes qui sont là pour répondre à vos questions dans les différents kiosques, le kiosque aussi virtuel du Centre d'aide aux étudiants. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas là, via le chat pour aller poser des questions. C'est là pour ça, alors profitez-en bien et je vous souhaite donc une bonne réflexion. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis bonne porte ouverte. Merci.